C'est une traque de 15 ans sur les traces d'un des hommes les plus recherchés du monde. 15 ans d'opération coup de poing aux quatre coins des Balkans. Dans le viseur des commandos, un ex-général serbe de 69 ans, Ratko Mladic. Sa tête a été mise à prix 5 millions de dollars. 5 millions, mais Ratko Mladic reste introuvable et se joue des polices du monde entier. Des centaines de raids, un millier d'arrestations, des écoutes téléphoniques, des mois de surveillance et de filature. Rien n'y fait. Ratko Mladic court toujours. L'ex-général est accusé du bombardement aveugle de civils à Sarajevo pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Ce jour-là, il y aura 68 morts. Mais il est aussi responsable des tirs de sniper pour terroriser les populations. Et surtout, des massacres de Srebrenica. Des milliers de personnes y ont été assassinées à la suite de la prise de la ville par les hommes de Mladic. Des exécutions sommaires dont les images ont bouleversé le monde entier. 8100 morts recensés à ce jour. Pour ces atrocités, le tribunal pénal international poursuit Ratko Mladic pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Mais aujourd'hui, l'homme échappe toujours à la plus grande traque policière internationale après celle d'Oussama Ben Laden. Qui le protège? Quels sont ses appuis? Nous nous sommes lancés sur la trace de ce qu'on appelle désormais les réseaux Mladic, les cercles de proches qui protègent sa fuite. Mais qui est Ratko Mladic? Pour mieux comprendre cet homme, il faut revenir en 1991. Cette année-là, la Yougoslavie éclate sous la poussée des nationalismes. Au centre de toutes les convoitises, ce pays, la Bosnie. D'un côté, les Croates, ils sont chrétiens et ils revendiquent des enclaves où ils sont majoritaires. De l'autre, les Bosniaques musulmans qui veulent l'indépendance sur toutes leurs frontières. Et enfin, les Serbes orthodoxes, ils sont majoritaires sur un territoire qui va devenir autonome, la Republika Srpska. Les trois communautés se livrent une guerre sans merci. Et de toutes parts, des atrocités sont commises. La guerre propulse Ratko Mladic au poste de chef suprême des opérations militaires serbes en Bosnie. Adulé par ses troupes, Mladic se forge une image d'homme proche du peuple. Une image qu'il cultive avec un art consommé de la propagande. Ici, sous l'œil des caméras, il se livre à une vraie mise en scène et prend lui-même la faute. On se prépare pour l'hiver. Il faut profiter de ces beaux jours. On ne fait pas ça uniquement pour les moissons. On travaille pour la survie du peuple serbe. C'est ça qui nous sauvera. Mais les sourires qu'il affiche cachent un homme brutal et déterminé. En juillet 1995, tout bascule. Ratko Mladic est déjà accusé de pilonner les civils de Sarajevo. Srebrenica va précipiter sa chute. Srebrenica se trouve dans la partie serbe de Bosnie. C'est une ville de 20 000 habitants, tous musulmans. Elle est sous protection de casques bleus hollandais. Ils sont vite débordés. L'armée de Ratko Mladic investit une ville désertée par ses combattants. Face aux caméras, il rassure les milliers de civils qui veulent fuir. S'il vous plaît, soyez patients. Ceux qui veulent rester peuvent rester. Ceux qui veulent quitter le territoire le peuvent. Il y aura assez de bus et de camions pour vous amener à Kladac. Mais à cette époque, les Serbes sont assoiffés de vengeance car 2 ans plus tôt, 1 millier d'entre eux ont été massacrés ici même par les musulmans. Les civils sont terrorisés, la plupart décident de partir. Dans cette foule, 8000 d'entre eux vont mourir. Parmi eux, des adolescents, comme ce jeune homme de 16 ans.
Dans les jours qui vont suivre, on retrouve des corps partout. Ces corps, ces charniers, accusent Ratko Mladic, car à Srebrenica, l'homme fort, c'était lui. L'opinion internationale est écœurée. Et en juillet 1995, le tribunal pénal international émet un mandat d'arrêt à l'encontre de Ratko Mladic. En décembre 1995, la guerre s'achève, la traque peut commencer. Ceci est un document inédit, filmé peu de temps après la décision du tribunal, en janvier 1996. Ratko Mladic lit un article rédigé par Reuters qui annonce qu'il est inculpé pour crime de guerre. Moi, je ne suis pas un criminel de guerre. Je suis le protecteur de mon peuple. Dis-leur ça à Reuters. Ceux qui écrivent ça, ce sont eux les criminels, ainsi que ceux qui ont commencé cette guerre. Au moment où il prononce ces paroles, les forces internationales préparent la première opération pour arrêter le général serbe. Les images que vous allez voir ont été longtemps censurées. Elles montrent l'impuissance de la communauté internationale. Nous sommes au printemps 1996, près d'un an après l'inculpation de Mladic. Avec une candeur déconcertante, les véhicules blindés des Américains se rendent dans la caserne d'Mpiesak pour l'arrêter. Un concert de klaxons alerte les populations qui bloquent les véhicules. Un général serbe calme les manifestants, mais pour lui, comme pour les civils, pas question de livrer Mladic. Nous, on ne bougera pas d'ici s'ils ne partent pas. On va prendre nos fusils. Je vous en prie, un peu de dignité ici. Ne laissez personne les frapper ou toucher au véhicule. Nous devons être de vrais Serbes. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils partent les premiers. Ils vont partir, je vous le promets. On ne permettra à aucune armée étrangère de mettre de l'ordre chez nous. On ne livrera ni nos généraux, ni notre commandant. On ne donnera ni Karadzic, ni Mladic. Ce n'est pas négociable. Personne ne pourra prendre nos chefs tant qu'on sera là pour les protéger. Ils peuvent nous envoyer 1 million de juges pour 1 million de Serbes. Nous, on est prêts au combat. Au bout de 2 heures, les forces internationales repartent bredouilles. Elles ont été humiliées. Elles n'y reviendront pas de sitôt. Qui sont ces hommes prêts à prendre les fusils pour protéger Ratko Mladic? Nous avons retrouvé le leader des supporters de l'ancien général. Ce n'est pas un simple civil, mais un ex-capitaine de l'armée serbe de Bosnie, un des proches de Mladic. Il refuse d'être filmé, mais la caméra tourne discrètement. Mladic surnommait cet homme Long Gun, long fusil. C'était l'un de ses meilleurs snipers. Aujourd'hui, Long Gun fait moins le fier. Je ne peux rien dire. Tu ne peux même pas imaginer les problèmes que j'ai pu avoir. Ils ont voulu ma peau parce que je supportais des criminels de guerre. Et ils m'ont détruit. Ils m'ont persécuté, emprisonné, détruit. Quelques minutes plus tard, il part téléphoner à son avocat pour savoir s'il peut nous parler. Soutenir Ratko Mladic lui a valu les pires ennuis. La police le soupçonne toujours d'être un membre de la branche militaire du réseau Mladic. Après s'être entretenu avec son avocat, il hésite encore à nous parler. Je ne peux pas vraiment vous parler. J'ai demandé, c'est impossible. Je risque gros sur cette affaire. Avant notre départ, il nous offre un verre de rakia, l'alcool local. Et la confiance aidant, il se confie tandis que notre caméra tourne toujours. Que Dieu nous garde tous. On était de si bons amis. Et on a passé tellement de temps ensemble, que ce soit d'ailleurs avec Radovan Karadzic ou avec Mladic. Mais maintenant qu'ils aillent se faire foutre, tous ceux du tribunal. Je les ai vus venir.
Ça a été la curée. Ils étaient tous après eux et ils s'en sont pris à moi. Ils m'ont maltraité. Pensez donc, la chasse était ouverte, ils étaient tous assoiffés de sang. Preuve de son attachement aux criminels de guerre, Longfusil nous fait visiter son jardin secret. Un petit salon dont les murs sont tapissés des photos de ses héros. On y trouve notamment Ratko Mladic et Radovan Karadzic, l'ex-dirigeant de Republika Srpska, dont le procès pour génocide se déroule en ce moment. Mladic ou Karadzic se sont assis ici des centaines de fois. Avec l'aide de fidèles comme Longfusil, la trace de Mladic ne sera pas facile dans cette région. Ici, en 1999, soit 4 ans après le massacre de Srebrenica, il s'affiche toujours dans des cérémonies de l'armée. Tout le monde le sait, sauf apparemment l'Occident qui le cherche, comme Alain Richard qui était ministre de la Défense de 1997 à 2002. À cette époque pourtant, les services secrets français étaient très impliqués dans la traque de Mladic. Jusqu'en minimum 2002, donc, on voit Mladic se balader partout, on le voit dans un restaurant. Alors... Non. Des cas comme ceux-là, enfin, en tout cas, dont une autorité publique quelconque ait eu connaissance, ça c'est une pure légende. Des éléments factuels permettant de dire à tel endroit, tel jour, à telle heure, on a de façon caractérisée, identifié Mladic, et personne n'est intervenu, moi je n'en connais pas. Pour vérifier si Mladic était vraiment libre de ses mouvements, nous nous rendons dans les locaux de la police serbe. Elle détient des vidéos qui nous intéressent, récupérées lors de raids chez les proches de Mladic. Toutes ont été prises lors de sa cavale, et elles sont accablantes. Mladic le fêtard, qui danse avec ses invités. Mladic, le stratège, qui joue aux échecs. Et ce n'est pas tout. Mladic, le bon père de famille qui marie son fils en 1999 et esquisse un pas de danse avec sa belle-fille. Le temps passe, et voici Mladic, grand-père comblé qui salue l'arrivée d'Anastasia, sa première petite-fille. Nous sommes en 2001, soit 6 ans après son inculpation. La traque semble au point mort. Nous poursuivons notre enquête. À Belgrade, un homme nous donne un rendez-vous discret dans un parking. À l'époque, c'était le chef des services secrets serbes. Il avait pour ordre d'arrêter Mladic. Mais lorsqu'il négocie avec les Français, il se rend compte que ceux-ci traînent des pieds face à l'arrestation du bourreau serbe. En septembre 2001, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, je me suis rendu en France pour y rencontrer le ministre de la Défense, Alain Richard, et le chef des services secrets français, le général Rondeau. C'était pour nous des personnages très importants qui, en apparence, semblaient très impliqués à faire aboutir la traque des criminels de guerre, comme par exemple celle de Karadzic ou de Mladic. Mais à l'occasion de cette entrevue, ils nous ont fait une liste de personnes qui semblaient recherchées par le chef des services secrets français, le général Rondeau, et les noms sur cette liste n'avaient absolument aucun intérêt à nos yeux, car ces personnes étaient quasi inconnues de nos services. Elles ne servaient à rien. Cette attitude étrange que Goran Petrovic dénonce, une femme, Florence Hartmann, l'explique sans ambiguïté. Elle a été pendant 6 ans le bras droit de Carla Del Ponte, la procureure du tribunal international qui menait la traque de Mladic. Alain Richard dépendait de l'information que lui donnait à l'époque, c'était le général Rondeau qui s'occupait de ce dossier. Et il recevait des rapports du général Rondeau et le général Rondeau savait où était Mladic. Donc Alain Richard savait où était Mladic, pas à la seconde près. Bon, il savait très bien qu'il était à Belgrade. Donc quand il dit qu'il ne sait pas, c'est un mensonge? Oui, c'est un mensonge énorme. Il ne faut pas oublier que Mladic a habité très longtemps à son
l'adresse officielle. Il ne faut pas oublier que le voisinage le voyait pendant longtemps tailler ses roses dans son jardin. Il allait lui-même acheter les miches de pain pour ses gardes du corps qui habitaient avec lui à l'époque, c'était en 2001, dans une villa à Belgrade. Pourquoi Alain Richard s'entête-t-il à prétendre que Mladic était introuvable? Petit retour en arrière, nous sommes le 12 décembre 1995. Ces deux pilotes français ont été faits prisonniers 4 mois plus tôt par les troupes de Mladic. Après maintes négociations, le général français Jean-Philippe Douin se rend dans la partie serbe de Bosnie pour récupérer les deux hommes. Demain, nous allons prendre un café. Le café est bon ici. À cette époque, c'est avec un Ratko Mladic déjà accusé de crimes de guerre que l'on négocie. Mais personne ne s'en soucie, car ce jour-là, c'est lui le maître du jeu. Et visiblement, il se régale. C'est-à-dire en mesure de vous remettre à votre famille, à vos enfants, et je l'espère à notre France. Avec l'aide et la compréhension de la France et la communauté internationale. Mais c'est surtout cette poignée de main entre les deux généraux qui soulève des interrogations. La France aurait-elle passé un accord avec Ratko Mladic? L'impunité contre les deux prisonniers? C'est ce qu'affirment des officiers serbes qui ont assisté à la rencontre. Mais voici ce qu'en dit Alain Richard. C'est une invention. Si ce pacte avait existé, en fonction, je n'aurais pas pu l'ignorer. Et j'ai passé une partie de mon temps et de mon énergie à vérifier avec le commandement des forces françaises comment on pouvait s'organiser pour le capter dans le cas où on aurait le renseignement. Je ne vois pas comment toute la chaîne supérieure de commandement aurait pu soit ignorer un tel pacte, soit me le dissimuler. Donc ça, c'est une invention. Il existe des conversations téléphoniques qui sont publiques en 1995, à l'époque de la libération des otages, qui montrent dans des conversations entre Serbes, entre dirigeants serbes, que les Français se seraient engagés. Quels que soient les engagements à l'époque, ils ne sont pas valables. On ne peut pas pactiser avec le diable et rien ne peut justifier la non-arrestation de quelqu'un poursuivi pour génocide. Mladic est-il toujours protégé par les Français? En 2010, la presse serbe y consacre ses gros titres. Le Télégraphe affirme que Mladic serait sous la protection de la Russie et de la France. L'auteur de cet article, Mensur Sasic, est journaliste d'investigation réputé pour ses connexions au sein des services secrets serbes. Pour rédiger cet article, j'ai retrouvé des gens qui ont bien connu Mladic. Et ils expliquent qu'il n'est toujours pas emprisonné, en raison de l'accord qu'il a passé avec les Français. Ces gens étaient notamment avec lui lorsqu'il se trouvait en Republika Srpska. Ils pensent aussi qu'il est protégé par le KGB, parce qu'il a toujours eu des relations privilégiées avec les Russes pendant la guerre. Ce sont les Russes qui le fournissaient en armes. Quant aux Français, c'est basé sur le fait que Mladic a très bien traité les pilotes français et a accepté de les rendre à la France avec l'aide du KGB. En 2001, malgré les protections dont bénéficie Ratko Mladic, Goran Petrovic, le chef des services secrets serbes, passe à l'action. Avec son équipe d'enquêteurs, il arrête plusieurs criminels de guerre qui se croyaient intouchables. Dans le même temps, il localise l'ex-général. La traque va-t-elle enfin aboutir? En quelques mois, donc dans un laps de temps très court, mes collaborateurs et moi avons localisé une dizaine de criminels de guerre, dont le général Mladic. Et on a arrêté 3 d'entre eux.
À cette époque, on avait aussi localisé Mladić à Valjevo. Il circulait librement en Serbie et utilisait son téléphone portable. On a enregistré une conversation avec une cousine ou une tante, alors qu'il se servait du téléphone de quelqu'un des services de sécurité. Après l'arrestation de ces 3 criminels de guerre, le chef du cabinet du président de la République et ses collaborateurs ont ouvertement commencé à obstruer notre travail et ont même décidé de me diaboliser, comme si j'étais un criminel. Quelques mois plus tard, Goran Petrović est licencié. Sa faute, s'être approché de trop près de Mladić. Pourtant, dans le nouveau gouvernement serbe, un homme reprend le flambeau. Il veut faire tomber les criminels de guerre. C'est Zoran Đinđić, le Premier ministre. Nous sommes fin 2001, 6 ans après Srebrenica. Đinđić a contre lui les militaires et le parti du président Vojislav Koštunica. Koštunica se présente sous la casquette démocrate. C'est en fait un nationaliste pur et dur qui va faire obstacle à la traque des criminels de guerre. Mais Zoran Đinđić tient promesse. Le 1er avril 2001, coup de tonnerre. Il livre Slobodan Milošević, l'ex-président serbe. Yes. Madame Del Ponte, bonjour. Le président et les partis peuvent-elles se présenter? Je considère que ce tribunal est illégitime et que mon inculpation est donc illégitime elle aussi. Zoran Đinđić ne compte pas s'arrêter là. Il promet à Carla Del Ponte, alors procureur du tribunal pénal international, la tête de Ratko Mladić. Mais sans doute, le Premier ministre signe-t-il ici son arrêt de mort. En 2001, Mladić ne se cachait pas vraiment, mais c'est parce qu'il était protégé. Ce qui était choquant pour moi, c'est qu'il était protégé par les personnes suivantes. Le président du pays lui-même, Koštunica, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, le chef des services de renseignement militaire, le chef des services de contre-espionnage et un grand nombre des officiers en service de l'armée de la République fédérale yougoslave. Alors que le président Koštunica dupe la communauté internationale, Zoran Đinđić, le Premier ministre, prend la tête de la traque de Mladić. Un entêtement qui va le mener ici, dans l'un des cimetières de Belgrade. Le 12 mars 2003, il est abattu de 3 balles. Žarko Korać fut l'un des responsables de l'enquête sur l'assassinat de Đinđić. Sa conviction est toute faite. Đinđić a été tué par des éléments de la police de Milošević. On peut le dire avec certitude, car un des hommes qui l'a tué était, écoutez-moi bien, un ex-colonel de la police serbe. Il y avait tous les éléments pour lancer un acte de représailles contre Đinđić, car il avait pris la responsabilité de ses actes. Il s'est mis devant les caméras et il a reconnu « C'est moi qui suis responsable, je suis fier de l'avoir fait et il fallait que ça soit fait ». Et bien sûr, Mladić était sans doute inquiet du fait que le gouvernement serbe ait extradé Milošević. Un homme malin tel que Mladić, en tant que figure politique et publique, a dû se dire « Qui sera arrêté après Milošević ? Le gouvernement serbe risque fort de s'en prendre à moi. » Alors que Mladić est pointé du doigt, l'assassinat de Đinđić fait l'effet d'un séisme. La communauté internationale rugit. Les Serbes veulent convaincre qu'ils le cherchent vraiment. Nous sommes en 2003, soit 8 ans après l'annonce de l'inculpation de Mladić. La police se décide enfin à bouger. En Republika Srpska, dans la partie serbe de Bosnie, les enquêteurs s'attaquent à la branche familiale du réseau Mladić. Le 13 août 2003, à Kasimbo, la mère de Mladić vient de mourir. Pendant les obsèques, les policiers font une descente musclée. Ils vont même ouvrir le cercueil et se mettent à dos une partie des villageois. On n'avait rien fait, ils ont déboulé avec des armes, encerclé la maison et ils nous ont braqués. On était stupéfaits. C'est une honte, on ne peut pas se comporter ainsi pendant des obsèques.
On n'agit pas comme ça pendant un enterrement. Ils auraient dû faire autrement. Nous sommes retournés à Kasimbo pour rencontrer des membres de la famille de Mladic. Selon nos informations, sa belle-sœur habite dans la maison où ont eu lieu les obsèques. À l'étage, il y a de la lumière et de la musique, mais personne ne répond. Cette maison a été perquisitionnée plusieurs fois par les forces internationales. Les étrangers n'y sont pas les bienvenus. D'ailleurs, les voisins nous reçoivent un peu sèchement. On ne veut rien dire. Parce que vous savez, ici, les gens en ont jusque-là. Ils nous ont tous rendus fous et on ne veut plus en parler. C'est terrible. Moi, par exemple, qui ne suis que la postière, eh bien les policiers m'ont quand même agressé devant tout le monde, avec leurs fusils. À la suite de ce raid, la postière est sans doute devenue une adepte de Mladic. Et dans l'épicerie la plus proche, c'est l'omerta qui prime. Je ne sais rien. Ils me font tout le temps des descentes. Ils nous maltraitent. Mais je n'ai rien à vous dire. Vous pouvez nous en dire un mot? Non, non. Nous décidons de remonter la piste qui mène au réseau familial de Mladic. Nous réussissons à localiser Radivoj Avram, son beau-frère. C'est lui qui protestait en 2003 contre la descente de police. Perquisitionné à de nombreuses reprises, il est toujours soupçonné d'être au cœur du dispositif qui permet à Mladic d'échapper à ses poursuivants. C'est un dur. Vous savez quoi? Ce que je devrais faire, c'est porter plainte contre vous tous. Les forces de l'EUFOR, les journalistes, la police et tous les autres. J'en ai marre de vous tous. Si je suis coupable, qu'on me mette les menottes. J'ai mis 40 ans à construire cette maison. Je suis un homme simple. Qu'est-ce que vous me voulez? Radivoj ne dira rien. Il était très lié avec l'ex-général. Il était même présent lors du mariage du fils de Mladic en 1999. Les enquêteurs pensent qu'il a hébergé Mladic durant sa fuite, mais il s'en défend. La dernière fois que j'ai vu Mladic, c'était quand il a marié son fils. Moi, j'avais un problème de prostate. On s'est parlé pendant un moment et il m'a dit 3 fois qu'il allait partir en Argentine. Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache, moi, si c'est vrai? Radivoj sait que ce n'est pas vrai, mais il brouille les pistes. Les enquêteurs le surnomment la tombe. Mladic peut compter sur lui comme sur de nombreux autres soutiens, car dans cette partie serbe de la Bosnie, la Republika Srpska, l'ex-général est chez lui. Ici, le grand patron de la traque, c'est Uros Pena, le chef de la police. Il sait que son travail se fait contre la majorité de la population. Voici ce que l'on vend au pied de son immeuble, des t-shirts à l'effigie de Karadzic ou encore à celle de Mladic. C'est dire l'ampleur de sa tâche. On entend souvent à la télévision des interviews de mes concitoyens. Et pour la plupart, ils disent qu'ils ne livreraient aucun criminel de guerre au tribunal de La Haye. C'est donc difficile pour les policiers, car ils sont confrontés au peuple. Ils se trouvent face à une situation dans laquelle les populations ne leur apporteraient pas leur soutien. Depuis qu'il est arrivé il y a 3 ans, le chef de la police a épuré ses troupes. Certains policiers étaient un frein à la traque des criminels de guerre. Plusieurs centaines d'entre eux ont été mis à l'écart. Pourtant, tout n'est pas réglé. Il serait naïf de croire qu'un simple policier croisera un jour la route de Mladic. C'est impossible, inimaginable. Mais je vais être franc avec vous. Je sais que certains de mes hommes tourneraient le dos s'ils tombaient sur Mladic. Uros Pena nous a autorisé à rencontrer l'unité d'élite qui traque Mladic. Ce sont des commandos, leur métier est dangereux et ils n'aiment ni notre caméra, ni nos questions.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait des réticences à arrêter Mladic? Un silence lourd de sous-entendus. Ici, l'arrestation de Mladic ne sera pas fêtée au champagne. C'est à Kalinovic, le village natal de Ratko Mladic, que cette troupe d'élite a mené sa dernière grande opération. Quelques maisons de tôle et de torchis perdus dans les collines. Dans les pas des commandos, notre enquête nous entraîne vers ce petit bourg de montagne enfoncé dans la neige. La piste du réseau familial de Mladic mène forcément ici. Dans cette région, la méfiance règne. Avec prudence, une vieille femme nous désigne quelques maisons accrochées à un flanc de coteau, tout en nous mettant en garde. Nous ne sommes pas les bienvenus. Le voici, celui qui est l'objet des attentions de toutes les polices au monde, Mile Mladic, l'oncle de Mladic. C'est lui qui a élevé Ratko, orphelin de père à l'âge de 3 ans. Il a été soupçonné de l'avoir caché dans sa ferme. Mile est méfiant. Il nous pose ses conditions avant d'accepter de parler. Si on parle de lui en tant que héros, ça va. Ce n'est pas un criminel de guerre. Il a défendu le peuple, c'est tout. La police a effectué une demi-douzaine de raids dans cet endroit quasi désert où les moutons sont plus nombreux que les hommes. Les soldats de l'EUFOR sont venus ici. Ils ont fouillé partout, dans nos caves, dans nos étables, dans nos maisons, partout. Mile Mladic nous invite finalement à entrer chez lui et même à partager l'eau de vie locale. Après 2 verres, il s'absente un instant, puis revient fièrement avec la photo de Ratko, son neveu. Il avait juste 20 ans. Depuis qu'il est tout jeune, il s'est toujours comporté comme un être humain. Et où qu'il soit aujourd'hui, il restera comme ça. Je le connais depuis qu'il est né. Jamais il n'irait se terrer au fond d'une grotte ou dans un trou quelconque. Non, il est quelque part dans un endroit confortable et il ne se rendra jamais. Et si j'avais un moyen de lui transmettre un message, je lui dirais de ne jamais se laisser prendre vivant. C'est un homme qui a des principes, et l'un d'entre eux, c'est qu'il ne faut jamais se rendre. Jamais. Introuvable, le petit Ratko devenu général suit les conseils de son oncle. Tandis que nous quittons ce bourg, Mile Mladic nous dit qu'il s'attend à d'autres raids de la police. Même si sa ferme n'est plus un refuge pour le fugitif. Nous quittons la Bosnie pour poursuivre notre traque en Serbie, à Belgrade, sur les traces d'un autre réseau Mladic. Ici, ce sont des militaires ou d'ex-militaires qui protègent sa fuite. Pour preuve, ces images tournées lors de sa cavale. Pour cette cérémonie en l'honneur du général, les invités sont transportés par des bus de l'armée. Depuis l'assassinat de Djindjic en 2003, Ratko Mladic se cache en partie dans des casernes. Égard à ceux qui croisent son chemin. En octobre 2004, 2 soldats en faction devant la caserne de Topchideru sont tués par balle. Les officiers veulent faire croire à un suicide. C'est un meurtre. Les 2 soldats auraient vu Mladic caché dans cette caserne. Ils l'ont payé de leur vie. Nous avons retrouvé Yanko, le père de l'un des soldats. Il nous accueille avec la photo de son fils Dragan entre les mains. Les meurtres des 2 soldats ont tenu la presse en haleine pendant une longue période. Ces centaines d'articles évoquent une seule et même piste. Mladic aurait été reconnu par les soldats.
Comment pouvez-vous affirmer que c'est Mladic qui est la cause du meurtre de votre fils? Mladic? Mais parce que l'armée a reconnu qu'on l'avait caché dans cette caserne. Et ceci au moins jusqu'en 2002. Mladic n'a pas été seulement vu dans la caserne de Topchideru, il y a même été filmé jouant au ping-pong. Nous avons dû faire le deuil de l'être qui était le plus cher à nos yeux. Et rien ne pourra nous faire oublier que c'est Mladic, le responsable. C'est aussi lui qui fait souffrir toute la Serbie. Il faut reconnaître qu'avant, c'était pour moi un héros. Mais depuis cette affaire et toutes les atrocités qu'il a commises en Bosnie, il n'est plus digne de ça, car il a fait trop de mal au peuple serbe. Janko est désormais un déçu de l'ex-général. Sa vie est suspendue à son arrestation. Pour remonter la piste du meurtre de son fils, nous partons à Belgrade, la capitale serbe. C'est un avocat réputé qui s'occupe de cette affaire. Trop insistant, il a été menacé de mort plusieurs fois. Contre toute logique, les militaires affirmaient que ces soldats s'étaient suicidés. Mais les analyses balistiques vont démontrer le contraire. Les canons de leurs fusils étaient trop longs pour qu'ils puissent se faire eux-mêmes de telles blessures. Au début, toutes les premières investigations ont été faites par les militaires eux-mêmes, avec un tribunal militaire, ce qui ne serait plus possible aujourd'hui. Et ces investigations ont été menées de façon catastrophique. C'était volontaire. Ils ont tout fait pour rendre l'enquête impossible. Ils ont mis exprès les vêtements des victimes dans des sacs mouillés pour faire disparaître les traces. Tout a pourri. On ne pouvait plus les utiliser comme preuve. Les traces d'ADN et celles de la balistique ont aussi été détruites. Il nous a fallu nous battre pendant 3 ou 4 ans pour prouver que c'était un meurtre et non un suicide. Au final, des experts indépendants épaulés par le FBI ont repris l'enquête en main. Le meurtre n'est plus contesté, mais surtout, le nom de Mladic est apparu dans le dossier. Mon collègue avocat a été ministre de la Justice et avait donc accès à certaines informations. Il a déclaré à plusieurs reprises que ces meurtres étaient liés avec le fait que Mladic était caché dans cette caserne. Pour ma part, j'ai été menacé plusieurs fois. J'ai reçu par téléphone ou par SMS des menaces sans équivoque. Je n'ai pas pris ces choses à la légère, puisque par la suite, il y a eu plusieurs meurtres, directement ou indirectement liés à cette affaire. La menace est claire. Gare à ceux qui osent s'en prendre à Ratko Mladic. Accusés d'aider et d'héberger le criminel de guerre, les militaires affirment alors que ce n'est plus le cas. Ils organisent des visites guidées de casernes où Ratko Mladic a séjourné. Dans celle-ci, il a couché dans cette chambre. Une honte pour l'armée. Le ministre de la Défense actuel, Dragan Šutanovac, n'est pas ravi de revenir sur cette histoire. Il veut nous convaincre que l'armée d'aujourd'hui ne cautionne pas ce qui s'est passé hier. Il me paraît évident que le président d'alors, Koštunica, était au courant qu'il se cachait là. On sait maintenant que les chefs d'état-major de l'époque savaient que Mladic se cachait dans les casernes. Il paraît donc logique qu'ils en aient informé le président. Les enquêteurs chargés de la traque de Mladic en ont aujourd'hui la certitude. À cette époque, l'appareil militaire du réseau Mladic fonctionne à plein. L'ex-général a même touché sa pension jusqu'en novembre 2005. De même, il se serait fait opérer en cachette dans cet hôpital militaire de Belgrade pour un problème de hanche. Sur cette vidéo, il marche difficilement. Ces images, saisies elles aussi lors d'un raid de police, seraient les dernières que l'on possède de Mladic. Pour Carla Del Ponte, la procureure du tribunal international, c'est la preuve que les services de sécurité serbes l'amènent en bateau.
Alors qu'elle négocie avec le président Koštunica la reddition de Mladić, elle apprend qu'au même moment, celui-ci se trouve dans ce restaurant huppé de Belgrade, à un tir de fusil du centre de négociation. Il était dans un restaurant à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau à côté, faisant de la provocation. Je suis là, attrapez-moi si vous voulez. Il y a eu toujours un espèce de jeu absolument insupportable pour quelqu'un recherché pour génocide et crimes contre l'humanité. Furieuse, Carla Del Ponte monte sa propre équipe d'enquêteurs. À la tête de cette structure, Raymond Carter, un gendarme français. Il traque tous les criminels de guerre. Il veut Mladić. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez été baladé par les Serbes? C'était plus qu'une impression. À certains moments, c'était des faits tout à fait avérés. Certains militaires, bien entendu, n'étaient pas du tout contents de nous voir travailler à la recherche d'anciens militaires comme le général Mladić. Dès que nous avions une information, un renseignement pour être plus précis, nous allions d'abord le confirmer aussi rapidement que possible. D'ailleurs, souvent en allant sur le terrain. Et dès qu'on avait la confirmation, on demandait l'intervention. Je ne connais pas d'une façon exacte les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait, mais disons que lorsque les personnes chargées d'interpeller l'intéressé arrivaient, il n'était plus là. Vous voulez dire par là qu'on le prévenait avant? Il était prévenu vraisemblablement. En 2004, Raymond Carter, écœuré, démissionne. Et il a de bonnes raisons. Des criminels de guerre en cavale, il en localise plus d'une dizaine, y compris Ratko Mladić. Mais lorsqu'il s'agit de l'arrêter, on lui met des bâtons dans les roues. J'ai démissionné de mon poste, c'était après une de mes dernières interventions, je dirais, sur Belgrade, où étant au pied d'un immeuble où se trouvait, je dirais, un criminel de guerre recherché, j'ai attendu, disons, le feu vert pour monter, le rencontrer. Et ensuite, on m'a donné l'ordre de me retirer parce que ce n'était pas politiquement correct. Les fugitifs, dont Ratko Mladić, semblent donc protégés par les hommes au pouvoir. Carla Del Ponte va bientôt en avoir la preuve irréfutable grâce à des photos accablantes. Cet homme s'appelle Goran Hadžić. Lui aussi est recherché par le tribunal international. Le 13 juillet 2004, Carla Del Ponte le retrouve et monte un coup de bluff pour dénoncer les manœuvres des autorités serbes. Elle prévient le président Koštunica que ses hommes ont repéré Hadžić, tandis qu'au même instant, des espions photographient le fugitif. Ce qui se passe est éloquent. Un appel anonyme avertit la femme d'Hadžić que la police va venir l'arrêter. Et sur cette dernière photo, il prend la fuite. Ce sont donc bien les plus hautes autorités serbes qui couvrent les criminels de guerre. Personne ne verra jamais plus Goran Hadžić. C'est aujourd'hui le dernier fugitif serbe traqué avec Ratko Mladić. Face à ces éléments accablants, la pression internationale s'intensifie. Pas d'entrée dans la communauté européenne sans l'arrestation de tous les criminels de guerre. Ratko Mladić avant tout. En gage de leur bonne foi, les Serbes s'attaquent à son point faible, sa famille proche. Sa femme, tout d'abord, qu'il accompagnait partout et avec qui il avait une relation complice. Si moi je commençais à dire ce que je sais sur ce général, sympathique, élégant, idéal, cultivé, charmant, avec de beaux yeux bleus. Mladić n'a rien à craindre. Sa femme ne dira rien. Les policiers l'ont menacé, harcelé et même tenté de l'acheter. Rien n'y a fait. L'amour, plus fort que l'argent. Alors, c'est sur son fils Darko que l'on fait pression. Darko est chef d'entreprise. Il vit à Belgrade, dans cet immeuble, avec sa mère. Il a de l'argent et la police le soupçonne de financer la cavale de son père. De jour comme de nuit, les descentes se succèdent, mais Darko ne craque pas.
Nous avons tenté de nous rendre à plusieurs reprises chez Darko Mladic. On nous fait savoir qu'il ne parle pas à la presse et qu'il ne sait rien de la cavale de son père. Darko demeure invisible, il se sait sous surveillance. Désormais, l'ex-général sent le souffle de ses poursuivants sur sa nuque. Car en 2008, en Serbie, un nouveau gouvernement est élu et la politique en faveur de l'arrestation des derniers criminels de guerre prend un nouvel élan. La traque est relancée. Le 21 juillet 2008, 13 ans après Srebrenica, un cadeau de choix est offert à la communauté internationale. Radovan Karadzic, l'ex-président des Serbes de Bosnie. C'est le responsable politique des atrocités pendant la guerre en Bosnie. Il vit au cœur de Belgrade et donne des conférences sur les médecines douces. Il est devenu méconnaissable. Ratko Mladic se serait-il lui aussi prêté à une telle métamorphose? Nous avons retrouvé l'un des militaires qui a le mieux connu Mladic pendant la guerre, Milovan Milutinovic. C'était son homme de confiance. Il a été perquisitionné 2 fois, lui aussi est soupçonné d'être très actif au sein du réseau Mladic. Lui, changer de visage ou de physionomie, il accepterait difficilement ce type de choses. C'est quelqu'un qui a le sens de l'honneur et il n'accepterait jamais d'opérations esthétiques ou des choses de ce genre. Je pense qu'il ne sait même pas laisser pousser la barbe. Je sais que ce genre de situation peut changer les gens, mais lui, c'est quelqu'un qui a des principes. Milutinovic était chargé de la communication de Mladic. Il n'a pas perdu ses vieux réflexes. Quand Karadzic tombe, on pense que l'arrestation de Mladic est proche. Mais les autorités se rendent compte que ce ne sera pas si simple. La rue gronde. 10 000 personnes, nationalistes pour la plupart, défilent contre l'arrestation de Karadzic. Ils accusent les autorités serbes d'être à la botte de l'Union européenne et du TPI. À la nuit tombée, les manifestations frôlent l'émeute. Ce sera ainsi 2 soirs de suite. Ce soutien populaire suscite des craintes. Mladic, héros militaire pour les nationalistes, risque d'enflammer plus encore les foules. Le procureur serbe en charge des crimes de guerre, Vladimir Vukčević, tente de minimiser ces émeutes. Il n'y aura aucun problème avec l'arrestation de Mladic. Ce sera juste quelques protestations populaires, comme celle qu'il y a eu lors de l'arrestation de Karadzic. Dans la rue, il y avait plus de journalistes que de citoyens. C'était surtout les extrémistes du parti radical serbe qui ont manifesté. Et ça n'a pas duré bien longtemps. Je ne m'attends pas à des manifestations de grande ampleur. Les Serbes ont maintenant compris qui est Mladic. Pas si sûr. Nous avons assisté à l'une des cérémonies qui honorent les victimes serbes de la guerre. Nous sommes à l'été 2009, il y a beaucoup de monde et ici, pour tous, Mladic est un héros. Ces t-shirts en disent plus que tous les mots. Ces hommes les arborent car ils estiment qu'en Bosnie, Mladic a sauvé le peuple serbe de l'anéantissement. Regardez nos t-shirts. C'est inscrit. On sait où il est, mais on ne vous le dira pas. Tous les Serbes de Serbie ou de Bosnie savent où il est. Il est là, dans nos cœurs. Ces jeunes représentent le bras nationaliste du réseau Mladic. Ce sont des extrémistes, leurs idées sont très minoritaires chez les Serbes. Néanmoins, dans quelques bars de la Republika Srpska, la photo du général trône encore près du comptoir et les clients, l'alcool aidant, vénèrent Mladic devant notre caméra. Pour toujours. Pour toujours, j'aimerais Ratko Mladic. Les Français aiment aussi Ratko Mladic. Ces effusions sont des provocations de piliers de bar, mais dans la réalité,
le soutien au général est encore très vif. Lorsque nous l'avons rencontré en octobre 2009, Serge Bramets, le procureur du tribunal de La Haye qui a pris la succession de Carla Del Ponte dans la traque des criminels de guerre, nous a fait part de sa préoccupation. Selon les dernières enquêtes que nos interlocuteurs serbes nous ont présentées, il y a donc une minorité d'une vingtaine de pourcents au niveau de la population qui soutiennent et qui sont pour l'arrestation de Mladic et son transfèrement vers La Haye, ce qui est évidemment un chiffre inquiétant. Vous savez, c'est pas évident pour une population et pour des citoyens d'accepter que des hommes politiques, voire des militaires qu'ils ont soutenus pendant une certaine époque, ont abusé de leur confiance pour commettre des crimes de guerre. Avec un tel soutien populaire en faveur de Mladic, les autorités serbes se sont-elles vraiment donné les moyens de l'arrêter? Pour répondre à cette question, direction le Saint des Saints, le bunker qui héberge les services secrets serbes. Cette bâtisse contient une partie des secrets de la traque de Mladic. Nous sommes reçus par Jovica Stojic, le chef de cabinet. Pour cet homme, cette traque est évidemment une priorité. Devant notre insistance, il nous ouvre cette pièce, jusqu'à présent fermée à la presse. C'est ici qu'atterrissent les appels d'Indic, mais il reconnaît que les téléphones sonnent rarement. Apparemment, la prime, qui vient de passer à 10 millions de dollars, n'intéresse pas grand monde. C'est tout ce que nous pourrons filmer, et cet homme qui est censé tout savoir n'a finalement pas grand-chose à dire. Quand avez-vous été le plus près de l'arrestation de Mladic? Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas d'infos qui me viennent de l'opérationnel. Vous avez vu le bureau avec tous les téléphones? Le numéro d'urgence? Eh bien, c'est ce bureau qui s'occupe de la traque de Mladic. Ces informations sont transférées sur l'unité qui fait le travail de terrain pour aboutir à l'arrestation de la personne concernée. Mais moi, je n'ai pas d'informations particulières sur ce travail de terrain. Le chef ne sait donc pas ce que font ces hommes. C'est inquiétant et une question s'impose. Avez-vous déjà eu des instructions politiques pour ne pas arrêter Mladic? Pas à ma connaissance. Aujourd'hui, ce bureau des services secrets ne ressemble à rien. C'est une carapace vide, une sorte de ventre mou qui n'a pas suffisamment de ressources pour faire le travail comme il devrait être fait. Ce service est tombé très bas. Il n'est pas suffisamment opérationnel, alors que pourtant c'est justement ces hommes qui doivent découvrir où se trouve Mladic. Goran Petrovic dénonce et les faits semblent lui donner raison. Le dernier raid des services secrets contre un membre du cercle nationaliste du réseau Mladic laisse songeur. Il visait cette femme que nous avons retrouvée. Elle s'appelle Liliana Bulatovic. Elle a 70 ans. Elle est journaliste. Son crime, avoir achevé un nouveau livre sur Mladic. Elle ne fait pas mystère de son admiration pour l'ex-général. Il se cache peut-être dans ce cœur. Liliana a écrit une demi-douzaine de livres sur Ratko Mladic et sur Srebrenica. Mladic, c'est son héros serbe. Elle s'affiche d'ailleurs sans complexe en sa compagnie. Sur une étagère, un sticker bleu. C'est une petite affichette que les vrais patriotes collent dans toutes les maisons et qui dit que cette maison est sûre si Mladic veut s'y cacher. Quand ils m'ont dit qu'ils cherchaient Ratko Mladic, je leur ai dit « Est-ce que vous avez regardé partout? Il n'est tout de même pas dans ce placard. » Parce que moi, je ne pourrais jamais mettre un monsieur aussi respectable dans un placard comme ça. Ils sont tout à fait conscients qu'ils n'ont aucune idée d'où se trouve Ratko Mladic. D'ailleurs, nous non plus, on ne sait pas où il se trouve. En restant dans le secret, il nous protège, car ainsi on ne peut plus l'aider concrètement. Ça, c'est le seul cadeau que m'ait fait Ratko Mladic. J'attends qu'il revienne pour qu'on trinque ensemble au nom de sa liberté et de celle du peuple serbe. Des mots qui ne font sourire que les fans de l'ex-général. Car les Serbes commencent à douter de l'image de héros véhiculée par les fidèles de Mladic. Le 23 février 2010,
lors d'un nouveau raid dans l'immeuble de son fils Darko, la police trouve dans une cache secrète des carnets rédigés par Mladic pendant la guerre. Il confirme sa responsabilité dans les crimes dont il est accusé, mais les pages concernant Srebrenica ont été arrachées. Ces carnets sont en cours de traduction complète par le TPI. Pour les Serbes, la vérité risque d'être cruelle. Nous voulons interroger Darko, son fils, sur la présence de ces carnets dans son grenier. Une nouvelle fois, il refuse de nous rencontrer. Voilà, lieutenant. Non. Non. Il n'est pas là et l'un de ses employés fait savoir qu'il serait surpris qu'il nous dise quoi que ce soit car il ne l'a jamais fait. Il nous le demande de rappeler demain après 15 heures. Il dit « Ne venez pas, appelez seulement ». Le lendemain, à 15 heures, nous nous rendons pourtant chez Darko Mladic. En bas de l'immeuble, ce jour-là, ses amis nous attendent. Ils nous demandent de ne plus venir. Darko is not here. Oh, ok. On n'en saura pas plus. Chez les Mladic, c'est l'omerta qui prime. Les révélations viendront sans doute de là où on ne les attend plus. En juin 2010, le second assassin de Zoran Djindjic, le premier ministre qui voulait livrer Mladic, est arrêté en tentant de franchir la frontière serbo-croate. Les policiers lui font porter un gilet pare-balles, car on craint qu'il ne soit éliminé. Ce tueur professionnel sait beaucoup de choses, et ses commanditaires vont sans doute tout faire pour qu'il se taise. Ces révélations pourraient ouvrir de nouvelles pistes dans la traque de Mladic. En attendant qu'il parle, les autorités serbes multiplient les opérations policières en traquant le réseau qui protège Mladic, tandis que dans le camp des victimes musulmanes, on n'en finit pas de pleurer ses morts. En juillet 2010, lors de la commémoration des massacres de Srebrenica, 775 corps découverts dans le courant de l'année sont enterrés. Tous proviennent de charniers mis au jour récemment dans la région où le général Mladic régnait en maître. C'est aujourd'hui, seulement au bout de 15 ans, que je peux enterrer mon fils. Pour mon mari, je n'ai encore aucune nouvelle. Et on a retrouvé seulement quelques ossements de mes frères. J'en avais 3, je n'en ai plus aucun. Cette année, tout est noir. Je suis en train d'enterrer mon fils dans la terre noire. Mladic aurait dû être arrêté il y a déjà bien longtemps. Mais il se promène tranquillement pendant que les mères souffrent et se désolent. Tous les ans, cet anniversaire macabre nous rappelle que Ratko Mladic, accusé de ce génocide, court toujours. Combien de temps, combien de larmes encore, avant que celui que tant de gens surnomment le boucher des Balkans se retrouve face à ses juges.